Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de films actuellement à l'affiche. Et donc, on va parler des 5 films que je vous conseille d'aller voir en août 2025. Donc, cette vidéo sera coupée en 2 parties. Une première partie dans laquelle je vous parle rapidement en fait des films que je vous conseille d'aller voir, et une deuxième partie justement avec des spoilers dans lequel je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé tel ou tel film et pourquoi je n'ai pas aimé certains films, et dans lequel en fait on va plus s'attarder sur mon avis tout simplement sur ce film. Donc on va commencer tout de suite par la première partie de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, en fait, je vais mettre des timecodes voilà, dans la description pour que vous puissiez en fait accéder à différentes parties de la vidéo si vous le souhaitez. Donc on va passer rapidement par la première partie pour que vous ayez directement accès à l'information. Donc on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on commence avec cette première partie sans spoiler, donc il n'y aura vraiment aucun spoiler pour le coup, pour être sûr que justement vous puissiez apprécier ces films tout simplement pendant toute la durée de ceci, et que vous n'attendiez pas tout simplement un point ou quelque chose et que ça vous gâche un petit peu toute l'expérience. Donc vraiment, je vais absolument rien vous spoil. Donc on commence par des films qui sont sortis justement un petit peu cet été, on va dire. On commence un petit peu avec des films du mois de juin, du mois de juillet, et globalement c'est un petit peu tout parce qu'on a eu vraiment de très grands films qui sont sortis justement pendant ces périodes. Donc on commence tout de suite par les live action. Donc on commence avec le live action Dragon. Donc les live action, c'est un type de film justement qui sont plutôt adaptés pour les fans déjà de l'œuvre originale. Et donc pour le coup, j'adore l'œuvre originale, donc Dragon. Et donc la redécouvrir, c'était vraiment exceptionnel. C'est vraiment très sympa. En plus, on a 30 minutes de film en plus, justement, au niveau de durée du film, on a 30 minutes en plus, et donc c'est vraiment très sympa de pouvoir redécouvrir justement cette œuvre en live action, vraiment quelque chose de très sympa. Ensuite, nous avons le film Lilo et Stitch, donc celui-ci qui est sorti plus ou moins à la même période que le film Dragon, qui est sorti également, je crois, en juin, et donc celui-ci est déjà à sa 12e semaine, donc ça peut être un petit peu compliqué d'aller le voir, je sais pas s'il reste énormément de séances, mais s'il en reste, ça peut toujours être une expérience assez intéressante. Donc le film de base, le dessin animé dure 1h25 et celui-ci dure 1h48, donc on a quand même 23 minutes de plus, donc ça peut être toujours un film intéressant. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais globalement il a l'air plutôt bien noté et a l'air de plutôt plaire justement aux gens. Ensuite, nous avons le film F1, qui est un film justement avec Brad Pitt dont on a pas mal entendu parler quand même, il a fait quand même pas mal de bruit lors de sa sortie, et c'est un film qui a plutôt bien marché, il me semble, au box-office. Donc justement, c'est un film d'action avec Brad Pitt, qui est un petit peu écrit comme justement Top Gun Maverick, donc si vous avez aimé ce film, vous pouvez aimer celui-là. Justement, le film F1 est fait un petit peu pour tout le monde, on va dire que c'est un film tout public, on n'est pas forcément obligé d'être fan ou de s'y connaître justement en F1, on n'est pas obligé de connaître, on va dire, le sport très bien. On va dire, c'est même en fait adapté un petit peu pour tout le monde, même les gens qui s'y connaissent pas forcément, justement, et qui connaissent pas forcément le sport. C'est vraiment un film qui est adapté pour tout le monde et qui est ouvert vraiment au grand public. Ensuite, nous avons le nouveau film DC Superman, qui est vraiment un bon film que je vous conseille d'aller voir, justement. C'est un reboot, donc c'est le premier film de cette nouvelle univers DC. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu les anciens ou n'importe quoi, vous êtes vraiment... Ils repartent de zéro, alors même si vous n'avez jamais vu un seul film d'ici, vous pouvez aller le voir franchement tranquillement. Ensuite, nous avons également un nouveau Marvel, les 4 Fantastiques, celui-ci que j'ai pas encore vu, donc je peux pas vous donner d'avis, mais apparemment, d'après les retours, ça a l'air plutôt sympa, et justement, c'est aussi celui-ci, donc le premier film de la nouvelle phase Marvel, donc justement... ça peut être intéressant si vous souhaitez le voir. Ensuite, nous avons des films d'animation, si c'est plus un domaine entre guillemets qui vous intéresse. Donc nous avons le film Les Schtroumpfs, qui par contre celui-ci est pas très bien noté sur Allociné. Personnellement, je l'ai pas vu, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais niveau note, c'est pas exceptionnel, on va dire. Il est noté, je crois, 2 étoiles, donc c'est un petit peu bas, entre guillemets. Après, je sais pas ce qu'il vaut personnellement. Ensuite, nous avons les Bad Guys 2, qui lui, par contre, est très très bien noté sur Allociné. Justement, il a l'air de convaincre plutôt pas mal, c'est justement le nouveau DreamWorks. Donc, celui-ci est noté 4,1 par les spectateurs et 3,4 par la presse. Et ensuite, nous avons le nouveau Disney nommé Elio, qui lui est noté 3,8, que je n'ai pas vu non plus. Donc, voici pour les films que je vous recommande. Et ensuite, si vous posez la question pour Jurassic World Rebirth, personnellement, j'adore l'univers, justement, Jurassic Park et Jurassic World, donc j'ai été très déçu par ce film. Je vais pas en dire plus, mais j'ai été déçu, et
Habituellement, même si j'aime pas forcément le film, je recommande toujours à tout le monde, justement aux gens, d'aller voir ce film pour se faire leur propre avis. Donc vous pouvez aller le voir si vous souhaitez faire votre propre avis, mais il y a de grandes chances si vous êtes vraiment un fan de Jurassic Park et Jurassic World, que vous avez regardé peut-être les séries Jurassic World, la théorie du chaos et la colonie du Crétacé, il y a pas mal de chances que ce film vous plaise pas forcément. Après, vous pouvez toujours aller le voir si vous souhaitez vraiment vous faire votre propre avis. Après, je vous préviens juste que moi, ça m'a pas plu, mais ça se trouve, vous allez adorer. Donc après, un petit peu chacun a ses goûts et chacun un petit peu son avis sur les différentes œuvres. Donc pour celui-ci, c'est un petit peu compliqué pour moi car j'ai pas aimé, donc c'est un petit peu compliqué de le recommander. Mais ça se trouve, vous allez adorer, donc... Personnellement, celui-ci, je vous le recommande pas forcément si vous êtes vraiment un fan un petit peu de Jurassic Park, Jurassic World, mais après, peut-être si vous vous intéressez un petit peu à l'univers sans trop être fan, peut-être que ça peut vous plaire. Alors justement, faut voir un petit peu en fonction un petit peu des affinités de chacun pour ce film. Mais on va dire que les autres films, je vous les recommande plutôt pas mal, on va dire, puisqu'il y a pas mal que j'ai vu, que j'ai adoré, comme par exemple le film Superman, qui était vraiment très très bien, le film Le Fin également, et le film Dragon live action, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est des films que j'ai vus et que je vous recommande vivement. Mais celui-ci, j'ai plus de mal à le vous recommander. Justement, donc ça, il va falloir un petit peu voir en fonction de vos goûts, mais après, il y a quand même beaucoup de films qui sont très intéressants, justement, au cinéma, donc après, c'est vraiment les films principaux que je vous recommande, et j'ai mis un petit peu Jurassic World pour en parler dans cette case, mais c'est surtout pour en parler après, pour donner mon avis. Donc là, voici, donc justement, les différents films que je vous conseille pour ce mois d'août. On a quand même une diversité de films assez intéressante, on a des films qui sont écrits très différemment, on a des live action, justement, on a des nouveaux films d'action, on a des films de super-héros, on a des films d'animation, on a vraiment un petit peu pour tous les goûts, donc ça c'est vraiment super. Et donc maintenant, on va passer à cette seconde partie de vidéo, une partie beaucoup plus posée, entre guillemets, dans laquelle on va reprendre justement ces différents films petit à petit, et je vais vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure sur ce que j'en ai pensé de ces différents films. Donc justement, on va commencer tout de suite. Donc si vous voulez pas forcément être spoil, donc évitez entre guillemets de regarder cette partie, ou alors vous pouvez toujours retourner sur cette vidéo après avoir vu justement les différents films, et peut-être que vous voulez voir que certains avis, donc tout ça je vous mettrai forcément en description. Donc on va commencer tout de suite, on reprend justement le classement dans le même ordre, on recommence avec le film Dragon. Alors c'est un dessin animé, donc plutôt un film d'animation, que j'avais adoré vraiment quand j'étais jeune, je regardais cette trilogie tout simplement, et j'adore justement cette œuvre. C'est d'ailleurs, je crois, le premier live action que j'ai vu, justement un live action, lorsqu'il transforme tout simplement un dessin animé en live action, bah, c'est le premier que j'ai vu puisque je suis tout simplement fan de cet univers, j'adore l'univers de Dragon, et donc là franchement c'était exceptionnel. À la base, je savais pas trop à quoi m'attendre, justement, je savais pas trop comment ça allait se passer, j'étais un petit peu réticente à l'idée d'aller le voir, puisque justement... j'avais l'impression en fait que c'était un film qui était exactement pareil, limite on mettait par exemple le film et le dessin animé, on lançait les deux en même temps, ça allait être tout simplement pareil, ça allait être entre guillemets du plan par plan, mais non, c'est quand même assez, on a des scènes en plus, on a quelques petites choses qui sont vues un petit peu différemment, on a quand même 30 minutes en plus, et donc franchement, je trouve que ça vaut largement la peine, le film est vraiment très bien, ça nous permet de le redécouvrir, l'histoire de base est assez entre guillemets mature, et donc le faire en film pour moi je trouve que ça a énormément de sens, et le film est vraiment très très bien. Le casting est d'ailleurs bien choisi, je trouve. C'est vraiment très bien. À la base, j'avais un petit peu de mal, puisque je voyais justement... J'étais très attachée au visuel qu'on avait eu pour le dessin animé. Et donc, quand les acteurs avaient été annoncés, je me rappelle avoir eu un peu de mal. Je me disais que c'était un petit peu perturbant, vous voyez. On s'imagine pas forcément... en live action, avoir des personnes différentes puisqu'on est vraiment attaché au visuel. Et finalement, les personnages m'ont vraiment convaincu. Les acteurs ont réussi à comprendre l'essence des différents personnages et à le retranscrire à l'écran. Et c'est vraiment exceptionnel en fait. Vraiment, même si les personnages, certains, par exemple comme Astrid, n'est pas la copie conforme du personnage, on a quand même justement... Visuellement, c'est pas la copie, on va dire, mais niveau caractère et niveau jeu, franchement, c'est quasiment semblable, et c'est vraiment très très agréable de redécouvrir cette œuvre avec des acteurs qui jouent vraiment bien, qui sont... Après, personnellement, je peux pas juger le jeu des acteurs, puisque je regarde justement en version française, mais on a réussi, justement, j'ai réussi à être convaincu par ces acteurs, justement, dans ces rôles, et ça, c'est vraiment visuellement très propre. Les visuels des dragons sont vraiment incroyables. Certaines scènes où justement ils vont voir, justement lorsqu'ils vont dans le nid des dragons, lorsqu'on voit justement l'énorme dragon comme ça à la fin, c'est magnifique. Franchement, les visuels sont incroyables.
les acteurs, les costumes, tout ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment, on arrive à se plonger dans l'univers et les différences physiques au niveau des acteurs, justement, c'est vraiment pas choquant. Et je trouve que ça n'a pas d'incidence sur le jeu et sur le film en lui-même. C'est vraiment excellent. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ce film. On peut pas non plus dire que... On peut pas critiquer, entre guillemets, l'histoire, puisque c'est la même que celle du dessin animé, et donc vraiment, juste, c'est excellent. Ils ont prévu, d'ailleurs, de faire, il me semble, toute la trilogie, donc ça va être vraiment incroyable. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, justement, ce live-action, et franchement, je vous le recommande vraiment vivement. Ensuite, nous avons le film Lilo et Stitch, donc encore un live-action. Celui-ci, je ne suis pas une grande fan, on va dire, de l'œuvre de base, donc je ne suis pas allé le voir tout simplement, donc je peux pas vous dire s'il est bon ou pas, puisque je ne l'ai pas vu, mais globalement, si vous avez aimé l'œuvre de base, vous allez aimer celui-ci, puisque normalement, c'est les mêmes histoires, ils n'ont pas fait beaucoup de modifications, donc globalement, si vous avez aimé, bah, vous allez forcément aimer, entre guillemets. C'est pour ça que lorsque je dis que les live-action, c'est fait pour les fans, bah justement, c'est juste pour redécouvrir cette œuvre un petit peu différemment, et donc justement, si on n'est pas fan de l'univers de base, on va pas forcément aller voir un live-action sur une œuvre qu'on n'a pas forcément adorée, entre guillemets, ou justement dont on n'est pas fan tout simplement. Donc maintenant, on va passer directement au film F1. Donc justement, moi j'aime beaucoup la F1, je regarde tous les grands prix, vraiment c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup tout simplement, j'aime bien le sport automobile. Donc c'est différent, on va dire, lorsqu'on regarde le film F1 en tant que fan de F1, lorsqu'on regarde le film F1 en tant que personne qui aime bien le sport automobile, et encore différemment lorsqu'on regarde le film F1 lorsqu'on ne s'y connaît pas en F1, on va dire. C'est justement des visions qui vont être différentes et des attentes du film qui vont être différentes. Donc justement, j'avais entendu pas mal d'avis justement sur ce film, et avant d'aller le voir, j'ai été entre guillemets prévenu par différents avis comme quoi le film... ce n'est pas... parfois c'est incohérent tout simplement par rapport au sport, et donc c'est pas tout simplement un film sur la F1 où justement on a par exemple un GP de A à Z. C'est pas un film... C'est un film qui est vraiment ouvert tout simplement pour le grand public, c'est un film qui est tout public, donc forcément c'est pas tout le temps cohérent par rapport à la F1. Par exemple, on va parler des stratégies, on va dire, aux arrêts au stand. Bon, c'est des choses qui ne se feront jamais tout simplement à F1. Ils ne vont pas, par exemple, quand Sonny Hayes, à un moment, reste bloqué justement au stand pour essayer de bloquer Verstappen pour justement arranger son coéquipier, c'est pas des choses qui vont arriver. Ou quand il casse à chaque fois justement son aileron avant pour rentrer au stand et faire justement des safety cars pour justement avantager son coéquipier, c'est pas non plus des choses qui vont se faire, c'est justement de la triche en F1 et ils seront pénalisés. Alors que là, du coup, dans le film, c'est entre guillemets la stratégie justement de faire ça. Et donc, bien sûr, il y a des incohérences par rapport au sport, mais d'un côté, c'est un film qui est fait justement pour tout le monde. C'est un film qui est vraiment fait pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, comme les gens qui s'y connaissent pas du tout. Et donc c'est un film qui est vraiment très axé sur un film d'action tout simplement. Justement, c'est un petit peu un film d'action avec Brad Pitt, un film d'action un petit peu comme Top Gun Maverick, comme Top Gun Maverick l'été. C'est justement un petit peu le même type d'écriture, ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. C'est un petit peu le même type d'écriture, et donc oui, c'est intéressant. On a des choses qui sont intéressantes un petit peu lorsqu'on voit... les réunions avec les stratégies, et franchement, on va se dire qu'il y a quelques points qui sont assez sympas, mais les incohérences, par exemple, où on voit aussi des incohérences visuelles, où par exemple, on a une voiture de 2023, une voiture de 2024, qui justement change par rapport à des plans. Par exemple, sur un plan, on a parfois une voiture 2023 à côté d'une voiture 2024, et après on a deux voitures 2024, deux voitures 2023. Ça, visuellement, ça peut être incohérent, on va dire, pour vraiment les personnes qui sont fans de F1 et qui remarquent ces différences. On va dire pour le grand public, c'est c'est un petit peu un film justement pour les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément. C'est vraiment un film qui est là pour un petit peu pour populariser la F1 pour le grand public et un petit peu pour tout le monde. Donc le film est sympa, c'est justement... Personnellement, il y a des points que j'ai adorés. Par exemple, je trouve que l'intro d'un film, c'est un point qui est super intéressant, pardon. Donc c'est un point qui, justement, va nous lancer dans l'univers et va justement nous proposer quelque chose. C'est vraiment une expérience, et l'intro d'un film, soit on a une intro qui est basique, qui est simple, qui justement nous incorpore, entre guillemets, nous fait plonger petit à petit dans l'univers, ou on a parfois des intros de films qui nous font plonger directement tête la première dans l'univers,
avec une intro mémorable et incroyable. Et là, franchement, on a un point intéressant. Et ben justement, dans le film F1, je trouve que l'intro avec les 24 heures de Daytona était excellente. On a justement la musique qui est excellente. On découvre le personnage qui vient, qui fait une course incroyable avec un relais vraiment exceptionnel. On plonge directement dans l'ambiance. On connaît pas les personnages, on connaît pas forcément l'univers, on connaît rien de ce personnage, et pourtant on est directement embarqué directement dans cette ambiance super sympa. Et ça, vraiment, j'ai adoré l'intro du film. Je trouve que l'intro du film était vraiment excellente. Ça nous plonge directement dans l'ambiance, et franchement, c'était super agréable. Franchement, l'intro était vraiment incroyable. C'était vraiment génial, vraiment j'ai adoré. La relation entre les personnages est assez bien écrite. Après, globalement, fallait s'y attendre à ce que ça ressemble un petit peu à du mode Breaking Point sur les jeux F1. Après, on va dire que souvent, lorsqu'on a un film sur le sport automobile, globalement, les scénarios restent assez souvent similaires, tout simplement. Et donc, globalement, fallait s'attendre un petit peu à ça, à ce que le film ressemble justement à ça avec son scénario. Donc, justement, le film est sympa. On a justement des points de vue un petit peu intéressants. Après, on a un petit peu ce côté un petit peu de concurrence vraiment très appuyé, je trouve, qui est vraiment un petit peu limite excessif, je pourrais dire. Par exemple, lorsqu'on a justement la scène avec Frédéric Vasseur qui parle justement il l'interroge sur que pensez-vous de Apex GP, et justement il fait une sorte de réflexion comme quoi du moment qu'ils sont en fonderie ça les gêne pas, ou une réflexion un petit peu comme ça, et je trouve ça un peu bizarre, comme si en F1 les gens avaient du mépris pour les autres écuries et pour les autres pilotes. On a vraiment un petit peu cette impression vraiment de concurrence très malsaine un petit peu entre ces écuries, comme si toutes les écuries se détestaient entre elles, comme si par exemple n'importe quelle écurie, par exemple, comme si McLaren détestait toutes les autres écuries, ou que par exemple une écurie va en détester une autre uniquement parce qu'il gagne, comme s'il y avait vraiment de la rancune et de la haine profonde entre différentes écuries. On a un petit peu cette impression où à un moment, on le voit, ils se regardent justement lorsqu'ils sont justement dans le paddock, où ils jettent un jeu de regard tout simplement avec Gunther Steiner, qui a l'air vraiment très haineux. Je trouve ça un petit peu bizarre, comme s'ils étaient là justement avec une relation vraiment de haine envers les autres pilotes et les autres écuries. Et je trouve que ça, c'est un petit peu bizarre, puisque justement dans le monde de la F1, lorsqu'ils sont en course, c'est vrai qu'ils sont là pour gagner, mais en dehors de la course, il y a quand même pas mal d'amitié entre les pilotes, et certaines écuries également, justement, par exemple, on peut voir tout simplement Zak Brown, Fred Vasseur, ou justement Toto Wolff, ou des personnes comme ça, justement discuter entre elles sans forcément être là, avoir de la haine entre eux. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre, ce côté-là, mais ça c'est le côté très hollywoodien entre guillemets qu'on retrouve aussi parfois un petit peu dans la série F1, mais justement sur Netflix. Mais ce point-là est justement pas dérangeant, mais c'est un petit peu irréaliste, on va dire. Mais sinon, globalement, c'est assez sympa lorsqu'ils vont justement dans le quartier général de l'écurie, lorsqu'on a vraiment l'accident, des choses comme ça, qui sont assez, on va dire, justement des moments un petit peu émouvants et tout. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, justement, lorsque Sonny Hayes arrive un petit peu à motiver toute l'équipe, toute l'écurie, où justement, ils arrivent un petit peu après à avoir... il arrive à les motiver, en fait. Il transmet vraiment de la bonne humeur, entre guillemets, à son écurie. Et justement, ça, c'est plutôt sympa. On a vraiment un petit peu cette ambiance où ils arrivent à avancer petit à petit et justement un petit peu à se faire un nom tout simplement en F1. Donc ça, vraiment, c'est plutôt sympa. L'histoire est sympa, vraiment. On passe vraiment un bon moment lorsqu'on regarde le film. Mais après, tout simplement... il faut pas s'attendre à un film très réaliste sur la F1, limite un documentaire. Non, ça reste quand même un film sur la F1, un peu un film d'action tout simplement. Et donc c'est plutôt sympa, et même aussi lorsqu'on voit un petit peu les heures de soufflerie, un petit peu à quoi ça peut ressembler, ça peut être ça aussi. Je trouvais ça un petit peu un point intéressant de voir ce qu'on ne voit pas forcément, un petit peu l'envers du décor. Ça, je trouvais ça cool. Mais globalement, ça reste quand même un bon film, franchement, qui est justement... L'objectif de ce film, c'est vraiment de viser le grand public, et donc forcément, pas forcément de viser uniquement les fans de F1, et c'est pourquoi, en tant que parfois fan de F1, on peut trouver certains points un petit peu négatifs, et certains points qui peuvent pas forcément nous plaire, mais qui ne font pas forcément gêner le grand public. Et donc c'est ça justement de quoi je parle tout simplement. Et donc voici pour mon avis. C'est vrai que là, j'ai parlé un petit peu longtemps, mais c'est mon avis tout simplement complet un petit peu sur ce film F1 qui m'a plutôt pas mal plu, franchement, qui était assez sympa. Surtout l'intro, je le redis, mais l'intro vraiment incroyable, et les musiques du film sont vraiment exceptionnelles également. Donc maintenant, on va passer directement à un autre film. On va parler du film Superman.
Donc moi, personnellement, j'adore justement l'univers d'ici. Justement, je suis un petit peu une fan de cet univers. Justement, j'ai quelques comics tout simplement sur l'univers de Superman. Je suis plus quand même Batman, mais j'adore quand même Superman. Et j'ai quelques comics justement sur sur ce personnage tout simplement. Et donc justement, j'aime beaucoup cet univers. Et c'est pour ça que lorsque je suis allée voir le film, justement, j'étais plutôt contente d'avoir un reboot, entre guillemets, de cet univers, puisque justement, j'étais pas forcément très fan de Man of Steel, justement, de justement la vision de Zack Snyder, très alien, très science-fiction, j'étais pas spécialement fan, et donc justement, lorsque James Gunn a décidé de faire un film plus basé sur les comics, j'étais vraiment très contente, et donc justement, James Gunn, lui, a plus le côté humain de Superman, lorsque justement Zack Snyder lui avait plutôt le côté alien de Superman. Donc d'avoir un côté humain pour Superman, c'est vraiment très sympa. Le film est vraiment sympa, justement. J'avais pas mal d'appréhension personnellement justement sur le Justice Gang, justement parce que lorsque j'avais vu les trailers, je crois que j'avais vu que les premiers, puisque justement j'évite de regarder trop de trailers, sinon après on a trop d'informations entre guillemets sur le film, et donc après on peut pas tout à fait en fait apprécier le film tel qu'il est, et donc parfois c'est un petit peu dommage de se gâcher le film en regardant des trailers, et même parfois ça nous spoil des moments, et donc c'est un petit peu dommage je trouve, donc c'est pour ça que j'évite un petit peu de regarder les trailers. Mais donc là, du coup là j'avais regardé les trailers pour le film Superman, et donc le Justice Gang, justement dans les comics que j'avais lus, après j'ai pas lu énormément de comics, mais le peu de comics entre guillemets que j'avais lus sur l'univers de Superman, justement il n'y avait pas le Justice Gang, du coup je les connaissais pas forcément, et donc c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur. J'avais peur que le Justice Gang soit trop présent entre guillemets, et qu'on n'ait pas assez Superman, et qu'il y ait un petit peu cet aspect un petit peu Superman est au second plan, et Justice Gang lui sont là justement et sauvent un petit peu la ville, et que justement on est vraiment Superman au second plan. Mais c'est pas du tout le cas, vraiment on a un Superman qui est vraiment très très bien, franchement un bon film vraiment, qui est fidèle aux comics, et ça vraiment j'adore quand un film est fidèle aux comics, donc là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on a pas mal de points très intéressants qui ont été mis dans le film, par exemple les lunettes de Superman avec les verres justement, qui sont là entre guillemets comme ils expliquent pour hypnotiser les gens, pour ne pas qu'ils se rendent compte que c'est Superman. Ça c'est vraiment super intelligent de l'avoir mis dans le film, c'est un point qui est vraiment incroyable, et l'avoir mis c'est très intéressant. Ensuite pour les personnages, franchement les personnages sont tous incroyables, vraiment ils sont globalement tous très très bien écrits. On a par exemple justement le Superman de David Corenswet qui est super, on a Lois Lane, on a plein de personnages de comics, et ça c'est vraiment génial. On a Jimmy Olsen, moi j'étais super contente de voir Jimmy Olsen dans le film, franchement un personnage qui est vraiment très sympa et très important, enfin important on va dire plutôt dans les comics. C'est justement un personnage qui habituellement est photographe pour le Daily Planet. Là, ils l'ont mis rédacteur. Bon, c'est pas dérangeant s'ils font des petites modifications comme ça sur des personnages très secondaires, entre guillemets, qui sont vraiment à l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment pas dérangeant. Le personnage est cool et a une importance dans le film, et ça, c'est superbe. On retrouve un petit peu ce côté un petit peu peureux, on va dire, de Jimmy Olsen, même s'il est quand même beaucoup plus courageux par rapport à celui des comics. Mais justement, c'est un Jimmy Olsen qui est vraiment sympa. Visuellement, on n'a pas forcément sa chevelure rousse très importante, entre guillemets, dans les comics, qui sont vraiment très très roux, entre guillemets. Là, il a justement les cheveux, je crois, bruns. Je crois que c'est brun, oui. On va dire plutôt châtain, on va dire, dans le film. Et globalement, c'est pas dérangeant. Ils ont fait des petits ajustements. C'est comme par exemple pour le personnage de Perry White. Il est un petit peu différent visuellement, mais globalement, c'est des personnages qui sont entre guillemets de second plan, donc c'est pas dérangeant qu'ils fassent des petites modifications, comme par exemple modifier le métier de Jimmy Olsen ou quelques petites choses comme ça. Globalement ça reste les mêmes personnages, et globalement ils ont une importance assez importante. Une importance assez importante, ça veut pas dire grand chose, mais ils sont assez importants justement pour l'avancement du récit. C'est des personnages justement qui travaillent au Daily Planet, et donc ça c'est vraiment génial de les voir ici. C'est un petit peu un clin d'œil comme ça qu'on a aux comics. C'est des personnages qui, par exemple, lorsqu'une personne qui ne connaît pas forcément les comics va les voir, se dit ok, c'est des personnages comme ça qui sont peut-être créés pour le film. Et justement, en tant que lecteur, on va dire lectrice plutôt, de comics, ça fait plaisir d'avoir ce petit clin d'œil entre guillemets des personnages, et de voir des personnages qu'on connaît déjà. Justement, c'est vraiment très sympa. Et donc moi j'étais vraiment très contente d'avoir Perry White. On l'avait également justement dans Man of Steel, mais du coup dans Man of Steel, le récit était écrit un petit peu
différemment justement. On avait tout d'abord Superman qui arrive, et ensuite à la fin du film, il devient Clark Kent, et il travaille au Daily Planet. Alors du coup là c'est l'inverse, tout simplement comme dans les comics. On a justement d'abord, il travaille... il est Superman, mais entre guillemets, identité vraiment très secrète, et il travaille au Daily Planet. Ensuite, il va justement connaître Lois Lane, et justement, comme ça, pas à pas, tout simplement. Alors que là, c'est un petit peu écrit à l'inverse pour Man of Steel. Donc justement, là, on retrouve cette écriture de comics qui est vraiment géniale, tout simplement. Et du coup, on retrouve certains personnages de comics, et ça fait vraiment super plaisir. Je m'attendais un petit peu, peut-être, à voir le professeur Hamilton, justement, dans ce film, mais on ne l'a pas vu. Justement, peut-être qu'on l'a vu à l'écran, mais c'est pas dit clairement que c'est lui, mais je crois qu'on ne l'a pas vu. Mais peut-être qu'on le verra dans une suite, mais vraiment, c'est un personnage qui peut être vraiment intéressant, un petit peu un personnage de comics, mais vraiment, déjà avoir mis Jimmy Olsen et avoir mis Perry White, c'est vraiment superbe de les avoir, justement, en tant que personnage dans ce film. Donc, niveau intro, justement, on a en fait un Superman qui est déjà... Superman qui travaille déjà au Daily Planet et qui est déjà en couple avec Lois Lane. Donc on démarre directement dans un récit qui a déjà commencé. Donc au début, justement, on a une sorte de petit résumé sur ce qui s'est passé. Et donc on n'a pas tout à fait, entre guillemets, la jeunesse de Clark Kent et tout. On démarre directement, justement, lorsqu'il est Superman. Et donc ça, au début, ça m'a fait un petit peu bizarre, personnellement. Le fait que tout soit déjà un petit peu installé. Mais après... on s'y habitue un petit peu rapidement, on va dire, mais globalement, ça reste assez sympa. On a ce côté un petit peu aussi avec Krypton, mais qui est quand même beaucoup moins important et beaucoup moins dans une vision alien que dans Man of Steel. On a cette vision de Krypton, justement, avec les parents biologiques de Kal-El, justement. Et donc, on voit justement ses parents qui font des messages de temps en temps. Et donc, ça, c'est assez important pour avoir la fidélité par rapport aux comics. Et justement, d'ailleurs, on voit dans le film un moment de la kryptonite, justement, grâce au personnage, il me semble, de Vortex. Et donc, ça, c'est vraiment sympa d'avoir, justement, de nouveau, cet aspect plus comics. C'est vraiment très sympa. Donc, niveau doublage, entre guillemets, en français. Donc, la VF, personnellement, je regarde souvent mes films en VF. Plutôt tout le temps mes films en VF. Mais donc, justement, la VF de Lex Luthor m'a vraiment bluffé. Vraiment, elle est exceptionnelle. Après, il fallait s'y attendre un petit peu. C'est quand même Emmanuel Garijo qui, justement, double Lex Luthor. Si vous le connaissez peut-être, pas forcément de nom, mais vous connaissez sûrement ses doublages en version française. Il a doublé Anakin ainsi que Stitch, justement, dans Anakin dans Star Wars et Stitch dans Lilo et Stitch. Donc, justement, c'est vraiment un très bon doubleur. Et là, ce qu'il a fait comme travail pour Lex Luthor, c'est vraiment exceptionnel. Lorsque Lex Luthor, franchement, s'emballe et il est vraiment là, justement, en train de s'énerver un petit peu contre ses équipes à la fin du film. Il est un petit peu dans un élan de tristesse, de mélange d'énervement, de haine envers Superman. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, la VF est exceptionnelle. Et le jeu des acteurs, également, visuellement, ça se voit. Ils sont vraiment emportés par leurs émotions. Et c'est vraiment incroyable à voir. D'ailleurs, justement, lorsque Superman perd Krypto, un moment dans le film, justement, qu'il va voir Lex Luthor et qu'il lui demande où est le chien, franchement, la scène est magnifique. On a vraiment aussi un doublage, justement, qui est incroyable, fait par Jim Redler, il me semble. Je crois que oui, par Jim Redler, normalement. Et donc, justement, on a ce doublage qui est incroyable. Et de l'autre côté, le jeu de David Corenswet qui est vraiment aussi incroyable. Et donc, justement, on a cette scène qui est vraiment incroyable, justement, où on sent vraiment que Superman est à bout et a ce côté vraiment très humain, et c'est vraiment incroyable, justement. Et puis après, on a quand même, justement, globalement, pas mal de clins d'œil par rapport aux comics. Tout d'abord, avec, justement, l'allusion avec Jor-El, justement, le père de Superman, et justement avec sa mère, on les voit, justement, où il a cette sorte d'empire de glace, entre guillemets, qui peut venir. Et justement, lui, on a vraiment cet aspect un petit peu kryptonien, qui est sympa, avec la kryptonite aussi qu'on voit. Donc ça, c'est un côté qui est sympa. Et puis on a ce côté très humain et très, très, très bien. Et justement, lorsque justement, on lit des comics, entre guillemets, par exemple, moi, j'ai lu le comics Superman Lost. J'ai lu également Superman Adventures volume 1 et 2. Et justement, je suis en train de continuer un petit peu ma collection des comics Superman Adventures, qui sont vraiment de très bons comics, un petit peu pour voir vraiment l'essence du personnage. C'est vraiment de très très bons comics. Et justement, la scène où il combat sur un stade, je crois que c'est du
NHL, il me semble, justement, sur ce stade de football américain ou de football américain, il me semble. Je crois que c'est du football américain, mais je ne suis pas sûr du tout. Là, je m'y connais pas trop au niveau sport, un petit peu comme ça. Je vais juste chercher rapidement ce que pourrait être le NHL. Je vois NHL. Normalement, je sais que c'est une sorte de tournoi, justement. C'est Ligue internationale de hockey. Donc ça doit pas être du NHL, ça doit être du football américain, je suppose. Bon, je ne sais pas vraiment, donc je préfère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est du football américain, justement. Et donc, justement, il va sur ce terrain, on va dire, de football américain, même si je suis pas sûr du tout. C'est peut-être du rugby, mais je crois que c'est plutôt du football américain en Amérique. Bref, c'est pas un point très important, mais justement, un moment, il combat justement les super-humains sur ce terrain, et ça m'a fait penser justement à l'épisode 3, justement, du comics Superman Adventures Volume 2, où justement, dans l'épisode 3 nommé Grand Chelem, où il a un combat contre des aliens, exactement sur un terrain pareil. Je crois que c'est un terrain de baseball, pardon, pour le coup, donc c'est un petit peu différent, mais globalement, on a justement cette idée de combat sur un terrain, on va dire, sportif, entre guillemets, et donc je trouve ça vraiment superbe, cette idée. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu ce clin d'œil qui était là, et qui était vraiment superbe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, justement, avec, entre guillemets, le robot Superman, on va dire, créé par Lex Luthor, ça m'a clairement fait penser, justement, à l'épisode 1, nommé Homme d'acier de Superman Adventures Volume 1, cette fois-ci. Là, ça m'a clairement fait penser à ça, puisque, justement, c'est cette fois-ci amené différemment. On a, justement, Lex Luthor, qui, dans le film, a créé un robot Superman pour essayer de tuer, plutôt d'éliminer Superman. Et justement, dans le comics, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a, justement, là, on a cette idée où dans le film, il a la même apparence, c'est juste qu'il est tout le temps masqué, du coup, on le voit pas forcément. Mais, en fait, dans le comics, Lex Luthor crée un robot qui a la force de Superman, qui est vraiment quasiment identique à Superman, et surtout, il est identique visuellement. Donc, justement, dans le comics, il va prendre un Superman identique visuellement, donc un robot, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer, justement, en fait, il va le programmer, et il va lui dire de commettre tel ou tel crime, d'attaquer, justement, par exemple, le peuple, d'attaquer un petit peu tout et n'importe quoi, en fait, tout simplement de commettre des crimes pour essayer de salir tout simplement la réputation de Superman, et donc, justement, là, je pensais que ça allait être un petit peu comme ça, mais en fait non, il a juste cette fois-ci créé un petit peu le robot qui est justement un petit peu comme dans le comics, qui est vraiment visuellement tout pareil que Superman, mais cette fois-ci pas pour nuire à sa réputation, mais justement pour essayer de l'éliminer tout simplement. On a vraiment ce Lex Luthor qui veut éliminer Superman et qui essaye au maximum de salir la réputation de Superman, et donc ça c'est vraiment excellent, où justement on voit dans la scène lorsqu'ils vont dans cet univers de poche, on a les singes qui vont justement sur l'ordinateur pour écrire de mauvais commentaires et essayer d'influencer la population justement sur les réseaux sociaux pour essayer de nuire justement à la réputation de Superman. Et ben là, justement, on a vraiment ce Lex Luthor qui a de la haine profonde envers Superman et qui essaye de le faire tomber tout simplement. Et donc justement, c'est vraiment un point qui est super intéressant. Le film était vraiment bien et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup les comics et donc avoir un film qui justement s'inspire des comics pour faire le film. Souvent on dit que les comics accurate, bah justement j'aime beaucoup les films un petit peu comme ça, qui sont justement très centrés sur l'univers des comics, et donc logiquement j'ai aimé ce film tout simplement, qui est vraiment super. Et puis Crypto d'ailleurs est super bien dans le film, il est vraiment très affectueux, et vraiment on a un Crypto qui est vraiment génial, qui a ce côté très entre guillemets animal tout simplement, justement puisque c'est un chien, on a ce côté très animal qui comprend pas forcément justement que Superman a parfois justement des faiblesses, a parfois des problèmes, et donc justement on a parfois des sortes d'incompréhension un petit peu entre Superman et Crypto, et donc je trouve ça assez intéressant d'avoir une vision assez réaliste justement de Superman. Et puis d'ailleurs on a justement à quelques moments où il croise où justement il combat, on va dire, différentes comment dire ça, différentes créatures, voilà, justement, où il est en combat, et donc c'est assez intéressant. Et on a la scène où justement il est dans son appartement avec Lois Lane, et en arrière-plan, on voit le Justice Gang qui combat tout simplement une créature. Cette scène est vraiment magnifique, vraiment visuellement très très propre, et justement, on a d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, mais ce côté Clark Kent qui est présent, ça fait vraiment très intéressant, on va dire, c'est vraiment superbe d'avoir ce côté quand même où il est
en Clark Kent, et où il se fait pour le coup pas forcément respecter par ses collègues, où justement il est au Daily Planet et c'est un petit peu difficile entre guillemets pour lui, où il interviewe entre guillemets lui-même Superman, et justement on a d'ailleurs, il faut que j'en parle, ça il faut absolument que j'en parle niveau personnage de Lois Lane. Lois Lane vraiment dans ce film est exceptionnelle. On a vraiment une Lois Lane, je trouve, des comics, ou du moins de ceux que j'ai lus, on a cette Lois Lane vraiment très aspect journaliste, vraiment, où son métier limite passe vraiment avant tout. Donc justement, comme dans les comics, ça c'est vraiment superbe. Et on a justement cette Lois Lane qui justement est vraiment journaliste. Lorsque par exemple on a la scène où Lois et Superman, entre guillemets Clark Kent, lorsqu'il est en Superman, lorsqu'elle fait l'interview justement de Clark Kent, justement, enfin, on va dire plutôt de Superman, puisque dans cette scène, c'est censé être Superman, où Lois Lane fait l'interview de Superman, on a vraiment ce côté Lois Lane qui n'hésite pas à poser des questions, justement, même si elles peuvent déplaire tout simplement à la personne qui doit répondre, justement à la personne interviewée. On a vraiment cette Lois Lane qui est entre guillemets très piquante et qui n'hésite pas tout simplement à poser des questions qui peuvent déranger et qui peuvent mettre mal à l'aise entre guillemets les différentes personnes interviewées. Et donc là on a vraiment justement cette Lois Lane très incisive au niveau de ses questions, cette Lois Lane qui n'hésite pas à poser des questions qui peuvent fâcher, et c'est d'ailleurs justement comme ça que va se clore cette scène où justement Superman va un petit peu se vexer et va un petit peu mal le prendre, et vraiment il va se fermer à la discussion avec Lois Lane, avec justement cette Lois Lane très journaliste et très professionnelle qui est vraiment très incisive au niveau de ses questions. Une Lois Lane vraiment très très bien amenée dans le film, et qui est également comme ça dans les comics, et qui parfois risque sa vie dans les comics justement pour pour son métier de journaliste et pour justement je cherche le nom, justement pour ses articles, voilà, dans les journaux. Et donc vraiment, une Lois Lane vraiment très très intéressante. Et franchement, c'est vraiment un film que je vous reconseille vivement d'aller voir, justement, puisque justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les anciens film d'ici ou d'avoir lu n'importe quel comics, vous n'êtes obligé franchement de rien, puisque c'est un reboot et c'est le premier film de ce DCU, et donc justement vous n'êtes pas obligé d'avoir des connaissances sur l'univers, vous pouvez juste aller voir le film et tout simplement en fait le découvrir, puisqu'il ne faut absolument rien voir avant, il n'y a aucune série à voir avant, il n'y a aucun film non plus. Bon, on voit Peacemaker un moment pendant le film justement aux informations, mais globalement on n'est pas forcément obligé de connaître le personnage, puisqu'il n'a pas une incidence et une importance très importante entre guillemets dans le film. Et pour revenir rapidement sur Justice Gang, je trouve que les personnages sont vraiment très sympas. Par exemple, justement, lorsque Terrific s'occupe un petit peu de stabiliser l'univers de Poche, c'est vraiment on a un petit peu ce caractère et cette manière justement d'écrire le personnage à ce moment-là, qui ressemble drôlement un petit peu à l'écriture du personnage du professeur Hamilton. Et donc justement on a un petit peu cette ressemblance qui est vraiment assez sympa dans l'écriture du personnage, et vraiment Mister Terrific est vraiment superbe dans ce rôle, et justement dans le film il est vraiment très très bien. On a justement ce Green Lantern qui est vraiment bien, qui a un caractère un petit peu différent, ce super-héros qui aime un petit peu le côté facile, on va dire, sauver des gens, mais lorsque la situation est facile, et qui est justement, on le voit aussi lorsqu'il combat les créatures, qui est là justement pour sauver la population, quitte à détruire beaucoup de bâtiments ou des choses comme ça, et justement cet aspect un petit peu, est-ce qu'on pourrait dire feignant du personnage, mais cet aspect un petit peu qui n'a pas forcément très envie d'intervenir, et qui est là un petit peu pour montrer au peuple qu'il est présent, qu'il est fort, mais qui ne fait pas forcément énormément de choses pour sauver les gens. Par exemple, lui ne va pas aider Superman du tout lorsqu'il a besoin d'aide, justement il préfère un petit peu rester justement dans leur sorte de manoir un petit peu, et donc justement on a un petit peu ce pont-là assez intéressant du Green Lantern. Et après on a Hawk Girl qu'on voit pas énormément dans le film, mais qui globalement est un bon personnage. Et puis justement on a aussi ce côté très naïf de Clark Kent et de Superman, qui dit justement son secret au Justice Gang, et le Justice Gang dit directement secret à Lois Lane, sachant qu'elle ne le savait entre guillemets pas forcément. Et donc justement on a ce côté très naïf de Superman qui est vraiment très intéressant, et j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup parlé de ce film, mais juste j'aime beaucoup justement l'univers Superman, c'est pour ça. Donc maintenant on va directement passer sur les 4 fantastiques premiers pas, c'est le nom du film.
Donc justement, Les 4 Fantastiques, celui-ci, c'est le nouveau Marvel, premier film de cette nouvelle phase de Marvel. Pour l'instant, je l'ai pas vu. Je compte sûrement aller le voir, mais j'ai pas encore trouvé le temps tout simplement d'aller le voir, donc c'est un petit peu dommage. Justement, j'aimerais bien aller le voir, puisque j'aime beaucoup l'univers des 4 Fantastiques. Personnellement, j'avais vu tous les films 4 Fantastiques les 4 Fantastiques qui sont sortis. J'avais vu celui de 2005 et 2007, qui était vraiment très très bien, je trouve. Après, c'est des films qui sont quand même assez, entre guillemets, vieux, donc justement, visuellement, on va dire que c'est pas parfait, mais globalement, au niveau histoire, c'est très très sympa. Et ensuite, j'avais vu également les 4 Fantastiques de 2015, là, c'était beaucoup moins sympa, on va dire. C'est un film qui est beaucoup plus basé sur de la science-fiction, on va dire, et c'est un film qui, je trouve, au niveau écriture de personnages, on a des personnages qui n'ont aucun passé, entre guillemets, et qui n'ont pas forcément de liaison, entre guillemets, entre eux. C'est juste des personnages qui se connaissent comme ça rapidement, et je trouve que niveau profondeur de personnage, c'était pas ouf. Niveau pour les 4 Fantastiques de 2015, et après c'est un film qui est globalement très peu apprécié, mais justement, j'aime bien, on va dire, l'univers des 4 Fantastiques. Je m'étais d'ailleurs intéressé un moment pour acheter des comics, mais justement, c'est un petit peu complexe, on va dire, puisque c'est un univers où des comics datent un petit peu, et donc pour s'en procurer, parfois c'est un petit peu compliqué. J'avais essayé de regarder sur le site Panini Comics, mais justement, il n'y avait pas énormément de comics, et donc justement, j'ai pas pu en lire, mais justement, c'est un univers que j'aime beaucoup, tout simplement. Et donc, ce nouveau film a l'air très sympa, et a l'air aussi, celui-ci, très comics accurate, comme on dit, donc très similaire aux comics, tout simplement. Et donc, le film a l'air très sympa. J'ai vu quelques trailers, ça a l'air vraiment visuellement très bien. Il y a pas mal de bons retours sur le film, donc je me dis que ça peut être vraiment très sympa. De toute façon, ici, dans une partie avec spoiler, donc je me suis fait spoil un petit peu, mais justement, on a normalement pas mal de super vilains, ça va être génial, ça. On a Galactus, donc un super vilain qu'on va voir, normalement, visuellement, pour la première fois, on va avoir une apparence de Galactus, puisque dans celui de 2007, donc Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, on le voit pas, tout simplement, on a une sorte de vortex, une sorte de nuage de fumée qui entoure la Terre, mais on n'a pas Galactus visuellement, donc là on va le voir, ça va être sympa. Ensuite, nous allons avoir la Surfeuse d'Argent, un personnage de comics, donc ça va être super sympa aussi, et nous allons avoir également Doomsday. Non, pas Doomsday, qu'est-ce que je dis? Ça c'est Avengers Doomsday, c'est le film qui va sortir. On a le Docteur Doom, justement joué par Robert Downey Jr., et ça me hype pas mal. Justement, j'avais un petit peu l'impression que c'était toujours des rumeurs comme quoi ça serait justement Robert Downey Jr. Et donc justement, apparemment, dans ce film-là, il serait en tant que Docteur Doom. Et donc ça me hype plutôt pas mal. On a justement, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, des personnages de Johnny Storm, donc la torche humaine, et la chose, qui sont vraiment de très bons personnages apparemment. Justement, ils sont très sympas. Et apparemment, c'est un petit peu eux qui sont, on va dire, les meilleurs du Quatuor, apparemment. D'après ce que j'ai entendu, c'est les meilleurs du Quatuor. En plus, dans le film, on a Herbie, justement, le petit robot des 4 Fantastiques, ça va être génial. Et ensuite, on a justement la femme invisible. Ça, c'est un personnage que j'apprécie également. Du coup, je suis assez hype de le voir. Et puis après, on a également le personnage de Mister Fantastique que nous avons également. Et que j'ai aussi envie de voir, justement, joué par Pedro Pascal. Et justement, globalement, j'ai entendu beaucoup de positifs sur ce film, donc j'ai très envie d'aller le voir. Globalement, je peux pas trop dire si le film est bien ou pas, parce que je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air vraiment génial. Ensuite, nous avons, justement, j'ai parlé du film Les Schtroumpfs, donc personnellement, je ne l'ai pas vu, mais globalement, il est pas très bien noté, mais je vous dirais quand même que le mieux, c'est de se faire son propre avis d'un film. Si, par exemple, il peut y avoir un film que tout le monde déteste, mais ça se trouve, vous allez le voir et vous allez adorer, justement, donc si vous aimez l'univers des Schtroumpfs, peut-être que vous allez aimer ce film, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas vu, et je peux pas m'avancer justement sur un film que je n'ai pas vu. Ensuite, nous avons les Bad Guys 2, personnellement j'avais vu le 1 était vraiment sympa, donc apparemment le 2 est bien noté sur le ciné, donc il a l'air aussi sympa, mais personnellement je ne l'ai pas vu non plus. Et ensuite le film Helio, je ne l'ai pas vu non plus, et maintenant, on va passer sur un film que je ne recommande pas spécialement, on part sur Jurassic World Rebirth. J'adore personnellement justement l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World. J'ai vu tout simplement tous les films ainsi que toutes les séries. Justement Jurassic World, la colonie du Crétacé et ensuite la théorie du chaos. D'ailleurs la nouvelle saison de la théorie du chaos sort le 20 novembre il me semble. Donc je suis trop hype, vraiment c'est vraiment incroyable. Franchement j'adore justement cet univers, mais là le film j'ai pas spécialement aimé, j'ai pas spécialement accroché sur le film Jurassic World Rebirth. Alors il y a plein de raisons
qui font que je n'ai pas, entre guillemets, adoré ce film, et que j'ai pas forcément beaucoup aimé, puisqu'en fait, globalement, plus on aime un univers, plus on va avoir d'attentes sur un film. Et plus on va avoir d'exigences et certaines choses comme ça sur un film. Et justement, pour le coup, comme j'adore cet univers, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film, et donc justement, plus on a d'attentes, plus la déception. Plus nous avons d'attentes, plus la déception est grande, et donc justement, bah là c'est totalement le cas pour moi pour Jurassic World Rebirth. Alors, globalement, c'est un film qui commençait plutôt bien. On a tout d'abord justement différentes choses dans ce film. On a des personnages, justement, on n'a aucun personnage, donc c'est soit justement un film qui est à part, soit c'est un spin-off, voilà, donc un hors-série, soit c'est alors une nouvelle trilogie. Je crois que c'est une nouvelle trilogie, mais apparemment, il y a pas mal d'informations qui circulent. Je sais pas laquelle est vraie, donc je ne sais pas. Mais je crois que c'est une nouvelle trilogie. Et donc, justement, on a de nouveaux personnages qui ont été, justement, mis dans le film. Bon, j'ai pas spécialement de problème, entre guillemets, avec ces personnages, mais globalement, je trouve que la majorité des personnages manquent quand même pas mal de profondeur. On en sait assez peu sur ces personnages, et donc on peut pas s'attacher à des personnages qu'on ne connaît pas, et donc ça c'est un problème, entre guillemets. Donc personnellement, la première partie du film, on va dire, du moment qu'il n'arrive pas sur l'île, bah globalement c'est sympa. On a quand même justement cet aspect sur les musées, où on regarde justement avec le scientifique qui est là, on a le personnage de Zora qu'on apprend un petit peu à connaître, on a cet homme d'affaires qui a pour but de sauver des vies. On se dit, bon, globalement on apprend de nouvelles choses. Bon, déjà dès le début on a quand même pas mal d'incohérences. Ça me tend un petit peu d'en parler, mais globalement, je trouve ça énervant, tout simplement, qu'on nous dise comme quoi tous les dinosaures se meurent, et que c'est la fin des dinosaures, entre guillemets, sur le territoire des êtres humains, on va dire des êtres vivants autres que dinosaures, et comme quoi tous les dinosaures, il me semble, vont vers l'équateur, puisque c'est les endroits où ils font le plus chaud. Il me semble que c'est ça, dans l'histoire. Donc, globalement, on nous dit ça, et moi, j'ai du mal, tout simplement, parce que les dinosaures, ce ne sont pas des dinosaures. Tout simplement. Si on reprend tout simplement la base de Jurassic Park, la base qui nous a été donnée, on ne nous dit pas nous avons fait revivre les dinosaures, on nous dit on a retrouvé de l'ADN de dinosaures, qu'on a complété avec de l'ADN de grenouilles, ce qui fait justement des êtres qui pourraient ressembler à des dinosaures, mais globalement on les a pas fait revivre, on a juste réussi à un petit peu recréer une nouvelle espèce qui est assez proche des dinosaures. Globalement, c'est ce qu'on nous dit. Donc, justement, dire que les dinosaures qui ont été recréés ont les mêmes problèmes qu'à l'époque, bah justement, c'est un petit peu incohérent, puisqu'on les a déjà génétiquement modifiés. Donc, là, pour le coup, c'est un petit peu dérangeant. Mais dire que tous les dinosaures se meurent parce que, justement, il fait trop froid, il me semble, pour notre climat, notre climat est trop froid, donc ils survivent uniquement vers l'équateur, ça n'a pas de sens. Puisque, justement, si on regarde Isla Nublar, la première île, bah justement, c'est pas... justement, même Alan Grant le dit, comme quoi il aurait dû mieux créer son île dans les tropiques, enfin son parc dans les tropiques, plutôt que sur une île où justement il y a des tempêtes et qui peut être instable. Et donc justement, s'il y a une île avec beaucoup de pluie et des tempêtes, c'est pas forcément une île qui est très adéquate, on va dire, à beaucoup de chaleur, entre guillemets. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Et puis, on a également, justement, dans Jurassic World 1, qui est également fait sur Isla Nublar, justement, ça fait une quinzaine d'années que le parc était ouvert, et on n'est pas sur une île très très chaude, et pourtant, les dinosaures survivaient. Et donc là, à ce moment-là, les dinosaures décident de tous mourir au début du film. Bon, c'est un petit peu bizarre. Et puis, moi, ce qui me gêne, en fait, dans le film, c'est la raison, en fait. Tous les dinosaures meurent, donc les dinosaures, quand même, justement, on a quand même un certain recul et un certain savoir. Depuis le premier Jurassic Park jusqu'à Jurassic World Rebirth, ça fait quand même longtemps qu'ils étudient les dinosaures. Et les dinosaures, ils arrivent à leur faire absolument quasiment tout et n'importe quoi. Ils peuvent créer des dinosaures de A à Z, comme on le voit dans les hybrides de Jurassic World. Ok, ils ont cette technologie. Ils ont la technologie de choisir les pigmentations de couleurs de la peau des dinosaures. Ça, on le voit dans Jurassic World Evolution, les jeux vidéo. On peut choisir quelle couleur a notre dinosaure. On peut choisir s'il est plus ou moins résistant à certaines maladies. On peut choisir plus ou moins sa durée de vie. On peut améliorer certaines choses, améliorer certains gènes, et un petit peu s'amuser avec sa génétique, mais on pourrait pas modifier s'il supporte la chaleur ou pas. D'après Jurassic World Rebirth. Parce que si on regarde
justement dans Jurassic World, la colo du Crétacé, lorsqu'ils vont dans la saison 3 sur justement l'île de Mantacorp, on a quand même Angel et Rebelle, qui sont des dinosaures qu'à la base, justement, lorsqu'ils les voient, ils ne savent pas justement pourquoi est-ce qu'ils sont malheureux, ces dinosaures. Et bien justement, ils vont les mettre dans l'enclos où il y a de la neige, et là, les dinosaures s'épanouissent. Donc ça veut dire que ces dinosaures-là sont plus à l'aise, entre guillemets, dans un milieu froid, et tous les autres dinosaures, sinon, ils sont éliminés, entre guillemets, puisque justement il fait trop froid. Donc ça aussi, c'est assez bizarre. Et puis, globalement, ils ont une certaine technologie. Franchement, ils ont une technologie qui est très avancée. On regarde par exemple, encore une fois, dans Jurassic World, la colo du Crétacé, on a quand même May, il me semble, le personnage, qui a sa tablette et qui peut communiquer avec des dinosaures, avec différents cris, en analysant l'un cri d'un T-Rex, ils peuvent savoir ce que celui-ci ressent. On a quand même des technologies très très poussées sur les différents dinosaures. On peut choisir, par exemple, en créant des dinosaures comme par exemple Angel et Rebelle, on peut choisir, si on veut un petit peu qu'ils aient cette sorte de collerette dans le dos, on peut customiser des personnages comme ils le souhaitent, mais ils n'arrivent pas à les rendre un petit peu résistants à un climat plus froid. Et ça, je trouve ça bizarre, puisque justement, ils disent comme quoi, à l'époque, justement, il faisait plus chaud sur la Terre. Et donc, comme il faisait plus chaud, les dinosaures justement, avaient l'habitude, entre guillemets, de cette chaleur. Et donc là, ces dinosaures, entre guillemets, la résurrection des dinosaures, ils ont exactement les mêmes germes, on va dire. C'est pour ça qu'ils survivent pas. Sauf que justement, ce ne sont pas les dinosaures qui sont ressuscités, ce sont des dinosaures recréés, entre guillemets, comblés avec d'autres animaux. Et donc justement, ils auraient très bien pu combler, au lieu de le créer, justement, combler cet ADN à partir de celle des grenouilles, le combler à partir d'animaux peut-être à sang chaud, à partir de lézards ou d'animaux qui survivent aux chaleurs. Enfin non, plutôt, du coup là c'est l'inverse, d'animaux tout simplement, comme des mammifères, comme par exemple, ils auraient pu prendre, je sais pas, de l'ADN d'animaux qui survivent à des hautes températures, par exemple, un ours polaire, prendre un petit peu de son ADN et le combler avec celui, et combler l'ADN de dinosaures par celui d'un ours polaire pour qu'il puisse survivre. Justement, on a des technologies très poussées dans les films Jurassic World, on arrive à faire quasiment tout ce qu'on veut. On arrive à créer un Indominus Rex, on arrive à créer un Indoraptor, on voit même que dans le film, ils arrivent à créer un D-Rex, mais ils n'arrivent pas à les faire survivre à des températures un petit peu froides. Et je trouve ça un petit peu incohérent, et ça me tend un petit peu d'en parler, mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir un petit peu jeté tout ce qui a été créé, et d'avoir mené comme ça, justement, le film vers cet échec. Puisque, pour moi, justement, ça clôt absolument tout ce qu'on pouvait s'imaginer, toutes les libertés créatives, en fait, on les restreint pour justement, juste pour ce film, et ils auront peut-être du mal à créer la suite, puisque justement, ils ont tué tous les dinosaures, et que justement, dans un film Jurassic World, on veut voir des dinosaures, et si on les tue, enfin on les élimine absolument tous, on n'aura plus de dinosaures à voir, et donc justement, ça va être, entre guillemets, bizarre, c'est justement, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu coincés eux-mêmes, et ça c'est vraiment très très dommage. Bon, personnellement, là on va parler un petit peu du scénario, personnellement j'aime plutôt bien le film, j'aime beaucoup on va dire plutôt, pour être honnête, j'aime beaucoup le film Jurassic World Dominion. Je sais que ce film est détesté, et je comprends tout à fait. Franchement, je sais que j'aime un film qui est pas forcément bon, mais lorsque je regarde ce film, je passe un très bon moment, et j'arrive pas forcément à savoir pourquoi, mais ce film me met dans une ambiance et j'aime beaucoup cette ambiance biocine, cette ambiance un petit peu de laboratoire. J'aime beaucoup le film, je sais qu'il est pas beaucoup aimé, mais je comprends tout à fait l'avis des gens qui ne l'aiment pas tout simplement, et je sais entre guillemets que j'aime un mauvais film, on va dire. Mais justement, dans Jurassic World Dominion, on voit quand même beaucoup de dinosaures, et justement, ils ont pas forcément insisté, mais ils auraient dû insister sur le fait qu'aujourd'hui, les hommes, les êtres humains, doivent apprendre à vivre avec les dinosaures. Et là, justement, toute cette depuis Jurassic World quand même 2, depuis Jurassic World Rebirth, depuis Jurassic World 2 Fallen Kingdom, on nous met en tête comme quoi les hommes vont devoir apprendre à vivre avec les dinosaures, et finalement, cette idée qui ouvrait toutes les portes, on a décidé de la supprimer et de fermer absolument toutes les portes. Et donc, justement, pour revenir sur le Dominion, je sais que le scénario de base, c'est quand même, bon, il y a des insectes qui détruisent les plantations. Je sais que le scénario est pas ouf, mais moi j'aime beaucoup ce film. Mais justement, là, le scénario de Jurassic World Rebirth, c'est uniquement, on va aller sur une île, prélever du sang de différents êtres vivants, puisque plus ils sont gros, entre guillemets, plus ils sont grands plutôt, plus ils ont un grand cœur, et donc, justement, on va aller sur une île. Bon, globalement, on a énormément de dinosaures sur Terre, donc pour aller sur une île,
Je trouve ça un peu bizarre aussi d'aller sur une île sachant qu'on a énormément partout dans les rues et que même lorsqu'ils font ça, justement, ils ont une sorte de... qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était un brachiosaure, un argentinosaure ou est-ce que c'était un diplodocus qui était en train de mourir tout simplement sur la route? Bah, ils auraient pu lui prélever du sang puisque c'est quand même un dinosaure qui est assez grand. Donc ils auraient pu lui prélever, déjà faire un premier prélèvement. Mais bon, ils ont préféré aller sur une île. Bon, c'est vrai que on va dire, entre guillemets, c'est un petit peu une facilité scénaristique, mais on va pas trop juger non plus, on va pas être trop méchant. Mais, globalement, je trouve ça un peu bizarre. Puis, pour soigner des maladies, c'est un petit peu bizarre. Je pense que l'ADN, entre guillemets, pour moi, je trouve que on a énormément de savoir sur les dinosaures, et si on prend par exemple les ordinateurs d'InGen, les ordinateurs de Biosyn, tout ça, je pense que si... au lieu d'aller chercher un scientifique et d'aller chercher Zora, s'il avait payé un bon hacker, bah le hacker aurait pu tout simplement hacker les systèmes d'InGen et tomber sur toute l'ADN des dinosaures et déjà les avoir et pas obligé de faire des prélèvements. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais soit on va accepter comme le film est, et donc justement il décide d'aller sur cette île. Bon, les personnages sont très faciles à convaincre, ce qui est un petit peu bizarre puisqu'ils vont quand même risquer leur vie pour ça, mais globalement cette première partie du film est quand même agréable à regarder. Globalement c'est quand même très divertissant, on passe un bon moment, donc... voilà, on va pas trop critiquer. Donc ensuite, on a justement ce voyage en bateau qui est vraiment très sympa visuellement. On a quand même une attaque de spinosaures, franchement c'est sympa de les voir ici, avec également l'attaque du mosasaure qui justement s'allient ensemble pour combattre ce bateau. Donc ça, franchement, c'est visuellement sympa. Ensuite, on a la famille Delgado qui se fait aussi attaquer. Bon, ils se font sauver par notre équipe. Bon, on va dire que c'est sympa. Globalement, on reste toujours un petit peu dans cet univers sympa avant d'aller sur cette île. Justement, donc une fois sur cette île, ils décident d'aller faire les prélèvements, même avant lorsqu'ils sont dans le bateau. Bon, ça, je pense qu'il y a que moi que ça a choqué, mais quand ils font les prélèvements, ils laissent l'aiguille de plus ou moins d'une dizaine de centimètres plantée dans le dinosaure. Je trouve ça bizarre. Moi, ça me perturbe, puisque, globalement, le chef d'entreprise qui est là, je ne sais plus son nom, il décide, enfin, il est là, il dit comme quoi il veut pas sauver à la base la famille Delgado parce qu'il faut que personne sache qu'ils vont sur cette île, mais pourtant, lorsqu'il tire sur chaque dinosaure, il laisse l'aiguille, ce qui laisse tout simplement des traces derrière eux, des traces de leur passage tout simplement, donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais, globalement, bon, c'est pas choquant, on va pas dire que c'est ça qui fait que le film est mauvais, mais justement, c'est un point qui me trouble un peu, mais c'est pas grave, le film, entre guillemets, pour le moment-là, était justement bien. À ce moment-là, je passais encore un bon moment, tout simplement. On avait la scène avec le bateau, où justement, on a Zora qui a failli tomber, on ressent un petit peu le danger, on stresse un peu pour le personnage, là, c'est sympa. Ensuite, bon, ils arrivent sur l'île, bon, ce qui est un petit peu... il y a une partie de l'équipage qui reste sur le bateau, et ils s'échouent tout simplement sur l'île, pendant qu'il y a l'autre partie de l'équipage qui sont jetés à l'eau avec les mosasaures, les spinosaures, mais finalement, les mosasaures et les spinosaures ont décidé de pas les manger. Ils sont gentils, donc ça va. Non, mais ça, c'est un peu bizarre, mais passons. On va dire que c'est encore la partie la plus sympa du film. Alors passons. D'ailleurs, on va revenir en arrière, parce que maintenant qu'ils sont sur l'île, on peut faire le parallèle avec l'intro du film. Je disais tout à l'heure avec le film à fin que l'intro du film, c'est quelque chose d'hyper important. Là, l'intro du film m'a mis dans l'ambiance. Personnellement, bon, j'ai bien aimé, c'est un peu bizarre, mais j'ai bien aimé. Globalement, on nous met dans une ambiance assez sympa, une ambiance un petit peu de laboratoire, il crée le T-Rex, ok, c'est sympa. Franchement, l'intro était bien. L'intro nous mettait dans une ambiance assez sympa. Et donc, justement, on a ce fameux paquet de sneakers qui détruit tous les systèmes. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage niveau scénario, je trouve, c'est pas ouf. Globalement, je trouve ça un petit peu mal amené. Ils auraient pu dire, je sais pas, il y a un hack, ou alors dire directement comme quoi il y a le gouvernement qui essaye de s'intéresser à ce qu'ils font sur cette île, du coup ils sont obligés de tout fermer un petit peu à la dernière minute, du coup ils font des erreurs, ça laisse échapper les dinosaures, des petites choses un peu comme ça, vous voyez. Bon, un paquet de sneakers qui passe dans le conduit et qui détruit absolument tout le système, un petit peu tiré par les cheveux, mais soit, on va dire, c'est écrit comme ça, on va dire qu'on comprend l'idée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde va fuir ce lieu, sachant que, globalement, ça reste quand même assez sécurisé. Globalement, je crois qu'ils ont 2 ou 3 portes à passer avant d'arriver, justement, au T-Rex. Donc on a, justement, cette scène où on a le T-Rex avec... je crois que c'est un homme qui est coincé avec le T-Rex dans l'enclos, et donc, la femme qui est là décide de ne pas l'ouvrir, justement, la porte. Il y a encore une deuxième porte, normalement, derrière cette femme, et justement, ils décident tous de fuir le site, sachant que globalement, le T-Rex, il a passé une seule porte et il est coincé derrière une porte. Et lorsqu'ils vont 17 ans plus tard, il a réussi à s'enfuir, entre guillemets, de cet enclos. Mais pourquoi toute l'équipe
a fui justement ce centre justement avec ces différents scientifiques? Pourquoi est-ce qu'ils ont justement quitté ce centre de recherche alors que globalement, bon, on a eu une ou deux portes qui se sont pas fermées, mais globalement, le Direx est toujours enfermé, entre guillemets. Globalement, il n'y avait pas spécialement de danger, je pense qu'ils ont été pris de panique, donc ils ont quitté les lieux, mais ça reste quand même assez bizarre d'avoir investi autant d'argent dans toutes ces infrastructures, et il y a un seul problème, et il y a tout le monde qui part. Je trouvais ça un peu bizarre, mais globalement, la scène était magnifique par contre. La scène avec justement ces lumières rouges, et on voyait le Direx qui était là, ça c'était sympa. Mais après, donc là on va revenir justement quand ils arrivent sur l'île, justement les personnages principaux sont toujours en vie, c'est cool, et les personnages justement secondaires ont été éliminés, mais ça globalement c'était prévisible. Malheureusement c'était un petit peu trop prévisible, mais on continue justement sur cette lancée. Souvent, on va en parler là rapidement. Souvent, ce qui fait un bon film, c'est un bon méchant. Si on regarde Star Wars, on a Vador et Palpatine qui sont de très très bons méchants, donc on passe un bon moment. On a par exemple le film The Dark Knight de Christopher Nolan, donc le film Batman avec le Joker comme super vilain principal, comme antagoniste. On passe un très bon moment. C'est vraiment super, on va dire. Globalement, lorsqu'on a un bon méchant, ça aide beaucoup pour faire un bon film. Et ben là, justement, le méchant n'est pas spécialement bon. En fait, le problème de ce méchant, c'est il fait pas forcément de mauvais coups à tout le monde. Il est pas ultra méchant. En fait, on voit pas ce vice, cette chose où il va vraiment abandonner tout le monde pour quitte à les laisser mourir. On n'a pas vraiment ce vice qu'on voit dans le personnage. La chose qu'il a faite, entre guillemets, de méchante, c'est qu'il n'a pas sauvé la fille, justement, Delgado, et ne lui a pas permis, entre guillemets, d'appeler les secours. Bon, c'est vrai que c'est pas très sympa, mais globalement, c'est pas quelque chose d'ultra cruel, entre guillemets. C'est pas comme s'il l'avait pris, il l'avait jeté dans l'enclos des raptors, entre guillemets. C'est pas super cruel. En fait, le fait qu'il soit pas à fond, entre guillemets, dans son personnage de l'antagoniste, bah, je trouve que ça n'aide pas forcément le film. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça, on va en revenir encore après. Donc, justement, on a la famille Delgado qui font leur chemin de leur côté. On a l'équipe qui font leur autre chemin de leur côté. Et donc, ensuite, ils vont se croiser quand même de temps en temps. Et donc, justement, la famille Delgado, au moment où ils se font attaquer par le T-Rex, justement, on a encore cette fois-ci, entre guillemets, ce bouclier scénaristique qui va protéger toute la famille. Je pensais quand même, lorsque la plus jeune, justement, de la famille Delgado se faisait attaquer par le T-Rex, allait justement se faire éliminer par celui-ci. Mais non, justement, elle était protégée par ce bateau gonflable. Bon, globalement, en fait, on sent que les personnages principaux sont protégés quoi qu'ils fassent, en fait. Quoi qu'ils fassent, les personnages principaux, on sait qu'ils vont pas se faire éliminer, et globalement, je trouve que ça gâche un petit peu le film, parce que justement, parfois, des éliminations inattendues peuvent un petit peu troubler le spectateur, et peuvent vraiment ajouter beaucoup de suspense et beaucoup de tension dans le film, et justement, là, c'est pas le cas, et c'est un petit peu dommage. Sinon, on a quand même, justement, je trouve qu'à partir du moment où ils arrivent sur l'île, on a quand même, je sais pas, ça devient moins bien, et j'ai quand même cette impression un petit peu de redondance, et je sais pas, en fait, puisque justement, jusqu'à la fin du film, ils vont pas quitter l'île, mais ça, on va en revenir après parce que c'est un point super important, mais lorsqu'ils vont pas, en fait, quitter cette île, on a vraiment, justement, cette impression de redondance, alors pourtant, les décors sont différents, et pourtant, on a une sorte d'impression de huis clos, et cette impression, en fait, un huis clos, c'est justement au théâtre, lorsque, par exemple, une pièce de théâtre se passe tout le temps à la même pièce, et bah justement, j'ai cette impression où on est tout le temps dans la même pièce, alors que pourtant il bouge, et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a gêné, je suis peut-être la seule, mais personnellement ça m'a un petit peu gêné, cette redondance, et je trouve ça dommage. Mais le film, il n'y a pas tout qui est à jeter, par exemple, lorsqu'ils arrivent sur l'île, on a quand même de très belles scènes avec les titanosaures, c'était magnifique. Franchement, on a passé un super moment, on a cette impression de temps qui est ralenti, on a juste le temps de se poser et d'apprécier cette scène qui est magnifique, comme les personnages qui apprécient cette scène qui est également magnifique, et on passe un super moment, c'est vraiment génial entre guillemets. Là j'ai passé vraiment un très bon moment durant cette scène, c'était vraiment incroyable. Ensuite on a eu, donc ça c'est pour le premier dinosaure sur lequel ils doivent prélever des échantillons. Ensuite on a le second dinosaure, il s'agit du Quetzalcoatlus il me semble. Non, c'est le Quetzalcoatlus, c'est le dernier dinosaure. Le titanosaure, c'est le second, et le premier, c'est le mosasaure. Le mosasaure, il y avait pas mal de tension, donc c'était sympa. Les titanosaures, la scène était belle. Et le Quetzalcoatlus, c'était une scène qui devait justement nous mettre pas mal de tension
vous voyez, on devait être assez, entre guillemets, stressé et s'inquiéter pour les personnages, et pourtant j'ai pas ressenti ce stress un petit peu pour les personnages. J'ai pas réussi à m'inquiéter pour ceux-ci parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont à chaque fois protégés. Justement, normalement, je sais plus si ça se passe avant ou après la scène où la famille Delgado se font attaquer par le T-Rex, mais en fait, à force de laisser tout le temps les personnages survivre d'une manière un petit peu, voire à être ridicule, mais pour faire survivre les personnages, on a en fait cette impression que ils sont protégés, et donc on n'a plus de stress pour eux parce qu'on sait que dans tous les cas ils vont survivre, et donc ça c'est vraiment dommage de perdre vraiment ce suspense, et c'est vraiment assez triste entre guillemets, et donc là justement pour le Quetzalcoatlus, on savait très bien que nos personnages allaient survivre, et je trouve ça vraiment super dommage. Et justement, on arrive vers la fin du film, on a justement le T-Rex, la rencontre avec le T-Rex. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo pour parler du T-Rex, parce que c'est vraiment un sujet super important, on va dire. Mais le T-Rex, globalement, ça devait être la menace du film. À la base, justement, lorsqu'on entendait parler de Jurassic World Rebirth, on nous a dit c'est un nouveau film Jurassic World qui est beaucoup plus effrayant. Limite, il fait partie du style horreur par rapport aux autres Jurassic World. Alors je m'attendais vraiment à quelque chose d'effrayant, mais je trouve qu'on n'a pas eu vraiment de scènes très effrayantes et de moments où on se dit mince, qu'est-ce qui va arriver aux personnages. Vraiment, j'ai pas réussi, entre guillemets, à être un petit peu inquiète pour eux, et je trouve ça vraiment très dommage. Peut-être que c'est parce que les personnages manquent certains un petit peu de profondeur, on les connaît à peine, justement. Par exemple, si on prend le personnage de Zora, globalement, on sait un petit peu sur sa famille, quelques petites choses, mais globalement, c'est grâce à la discussion qu'elle a eue avec un autre personnage, et ça, c'était intéressant, on va dire, de faire ces discussions avec les personnages pour un petit peu donner de la profondeur à ceux-ci, mais je trouve ça un petit peu, parfois, c'est mal amené, où par exemple, on a deux personnages qui parlent ensemble, et justement, ils parlent d'événements, mais on sait pas de quoi ils parlent, parce que justement, on n'était pas là, et ils nous expliquent pas. Par exemple, ils vont dire, par exemple, je sais pas, t'as un personnage qui dit à l'autre, alors comment ça se passe avec ta famille? Et l'autre dit, ah bah tu sais, la routine, hein, les problèmes comme d'habitude, hein, tu sais, ça change pas depuis les dernières. Et nous, on est là, en tant que spectateur, on se dit, par rapport à l'année dernière, les problèmes. Quels problèmes ils ont par rapport à l'année dernière? Et en fait, on n'a aucune explication, on sait pas de quoi ils parlent. Et en fait, ça nous sort, je trouve, du récit, en fait, justement, ça nous sort un petit peu du film, puisqu'on se dit, mais de quoi ils parlent? Et en fait, on n'arrive pas à s'attacher aux personnages, puisque tout simplement, on ne les connaît pas, et c'est ça un petit peu qui est dommage, puisque les personnages, sinon, les acteurs font du bon travail, mais je trouve que ça manque parfois un petit peu de profondeur au niveau des personnages, et je trouve ça super triste, parce qu'on pourrait vraiment avoir un film qui est vraiment très bien, si certaines choses avaient été mieux amenées, je trouve ça vraiment très dommage, et le T-Rex, globalement, ça devait être la menace du film, et globalement, on se sent pas menacé, en fait, par le T-Rex, et c'est ça qui est super dommage. Pourtant, il fait des choses un petit peu cruelles, quand même, il détruit l'hélicoptère qui était censé venir les sauver, on devrait se sentir un petit peu menacé, un petit peu être « waouh !» il est dangereux, mais en fait, non, on n'arrive pas à avoir peur de ce T-Rex, et je trouve ça super dommage et super triste, parce que vraiment, le T-Rex aurait pu être un personnage, enfin, aurait pu être, on va dire oui, un personnage super intéressant, et malheureusement, ça ne l'est pas, et ça, c'est vraiment dommage. Globalement, à la fin, il tue, entre guillemets, le méchant du film, et globalement, on s'y attendait, et même lorsqu'il élimine ce personnage, on se sent pas soulagé, on se dit pas « Ah, enfin waouh !» Et sa mort n'est même pas marquante, en fait. C'est juste, il prend le véhicule, ils fonce sur le T-Rex, on se dit « Ah bah tiens, il va se faire kill. Ah, bah oui, effectivement, il se fait éliminer. » En fait, globalement, on s'y attend, et le film est malheureusement... Désolé. Le film est malheureusement prévisible, justement, à des moments, on est là, on se dit... Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah en fait, ok, bah c'est ce qu'on pensait en fait. Justement, ils arrivent à leur mission, tout est bien, un peu entre guillemets une happy end. Et même le moment où on pense que le personnage de l'équipage se sacrifie pour sauver tout l'équipage et justement prend cette torche pour éloigner le T-Rex, bon, ça fait penser un petit peu à Jurassic Park, mais c'est pas grave. On va dire que à ce moment-là, on se dit, ok, moi personnellement, je me suis dit, ok, bah on a eu un personnage qui est important, entre guillemets, qui s'est fait éliminer, et après, on le voit, il revient vers le bateau, on se dit, ah ok, bon bah finalement, il s'est pas fait éliminer, en fait, on a vraiment ce bouclier qui protège à fond les personnages, et vraiment, on a l'impression que les personnages sont tout simplement immortels, et donc, justement, on va revenir sur deux autres points, mais tout d'abord, je reviens sur le dernier point, où justement, ils partent en bateau. Comment dire ça? Je trouve ça bizarre. Justement, ils sont arrivés, on va dire, d'un point A à un point B. Le point B, on va dire que c'est l'île sur laquelle ils sont arrivés, et le point A, c'est l'île de départ. Donc ils partent du point A au point B. À l'aller, ils croisent quand même pas mal de dinosaures.
Et pourtant, ils ont un bateau assez important, assez rigide, assez solide. Ils croisent des mosasaures et des spinosaures à l'aller, et au retour, ils prennent un bateau un petit peu de fortune qui est pas forcément bien en point, qui a pas l'air très rigide, et si ils vont faire le même trajet pour atteindre la même île, que cette fois-ci, au lieu d'aller du point A au point B, ils vont aller du point B au point A, si à l'aller, ils ont croisé des dinosaures super énervés et super dangereux, au retour, ils vont forcément les croiser. Et donc, je trouve ça bizarre de les faire repartir avec un bateau qui n'a pas l'air très solide, sachant qu'ils prennent la même route et que sur cette route-là, il y avait des mosasaures et des spinosaures. Je trouve ça un peu bizarre, mais globalement, on pense que les personnages vont survivre, puisque justement, c'est un petit peu l'essence du film. Et sinon, on va parler d'un autre point. Je voulais parler, voilà, de 2 autres points. C'est bon, je viens de me rappeler. On va cette fois-ci citer justement le professeur Malcolm dans Jurassic Park 1 lorsqu'il dit: est-ce que vous avez pensé à mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Moi j'ai envie de dire: est-ce que vous avez pensé à mettre des dinosaures dans votre film de dinosaures? Parce que globalement, j'ai l'impression d'avoir vu un film où la majorité du temps, il n'y a pas eu de dinosaures. On a justement, ils sont dans la forêt, on a de la tension, on voit des herbes bouger, il y a peut-être des dinosaures, mais globalement, on n'en voit pas énormément. On voit un Quetzalcoatlus, un titanosaure, on voit peut-être, je crois, peut-être un argentinosaure, je crois, au début du film. On voit un vélociraptor à un moment très rapidement. On voit un Achilops, justement, que la fille adopte. Le personnage de l'Achilops aurait pu être super sympa, mais globalement, la fille le transporte juste dans son sac, et le personnage n'est pas super exploité. J'ai l'impression qu'il est juste là pour faire de la figuration, mais à part ça, il sert pas à grand-chose, et je trouve ça un peu triste. On a ce T-Rex rayé qui est cool, mais on ne sait pas pourquoi il est là. On a un Dilophosaure qui fait une apparition furtive à un moment, justement, avant la scène du T-Rex. Globalement, on a entre 5 et 10 dinosaures, on va dire qu'on a une dizaine de dinosaures, et pourtant on a l'impression d'en avoir vu assez peu. On a également les spinosaures, les mosasaures, les mutadons, on va pas les compter, justement, mais même moi personnellement j'étais pas contre le principe de mutadon, mais globalement j'aurais quand même préféré en fait avoir des vrais dinosaures, puisque justement on a cette impression en fait qu'ils sont pas dangereux, et cette impression un petit peu de lenteur, et une impression un petit peu de qui sont vraiment pas dangereux tout simplement, et donc justement j'aurais quand même préféré avoir des vrais dinosaures, ça aurait été un peu plus sympa je pense, il y aurait peut-être eu plus de tension puisqu'on connaît ces espèces et on connaît à quel point elles peuvent être vraiment dangereuses, et donc ça c'est un petit peu dommage d'avoir eu justement des mutadons, mais c'était un petit peu l'idée. D'ailleurs, ça me fait penser encore à autre chose, on va en parler après. Mais donc, je trouve ça dommage, j'ai l'impression d'avoir vu un film Jurassic... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu un film Jurassic World, et j'ai pas l'impression d'avoir vu non plus un film sur des dinosaures. Je trouve que ça manque globalement de dinosaures. Justement, lorsqu'on arrive dans Jurassic World Dominion, je sais que personnellement j'aime bien ce film, mais même si vous n'avez pas ce film, on peut dire quand même qu'on voit pas mal de dinosaures, que ce soit en liberté pendant le début du film, et on en voit aussi pas mal quand même au sanctuaire de Biosyn, et des dinosaures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et par exemple, si on prend Jurassic Park 1 comme exemple, on voit Triceratops, T-Rex, on voit des Dilophosaures, on voit pas énormément de dinosaures, franchement. Pour être honnête, dans Jurassic Park, c'est pas comme dans Jurassic World, le premier, on voit énormément de dinosaures et énormément de variétés de dinosaures. On voit quelques dinosaures par-ci par-là, et pourtant, quand je regarde Jurassic Park, j'ai l'impression d'avoir vu plus de dinosaures que quand je regarde Jurassic World Rebirth. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de dinosaures. J'ai l'impression que, justement, c'est une île, et justement, je voulais venir sur ce point, mais on y va très progressivement, c'est une île qui, à la base, on nous dit... C'était les espèces les plus dangereuses. Elles étaient trop dangereuses et trop effrayantes visuellement pour les mettre dans le premier parc. C'est ce qu'ils disent. Bah, quand je regarde Jurassic World Rebirth, bah, les dinosaures, je vois pas en quoi ils sont trop dangereux. L'Achilops, non, il est ni effrayant ni dangereux. Un Dilophosaure, on en a déjà vu dans les autres parcs, du coup pourquoi est-ce qu'il est là? Un Quetzalcoatlus, oui, c'est vrai qu'il est dangereux, donc lui on peut le laisser. Les titanosaures, ils sont ni dangereux ni trop effrayants pour le premier parc, ils sont superbes. Les titanosaures dans un parc, ça aurait été magnifique, franchement. Franchement, je ne vois pas en quoi... Moi je m'attendais justement à ce qu'on ait vraiment des expériences en fait. Moi, lorsque j'avais vu le premier trailer, puisque j'ai vu uniquement le premier trailer, je pensais que c'était justement une île d'expérience. Où par exemple, on se dit, tiens, ça fait quoi si on prend un vélociraptor et qu'on lui met ça comme ADN en plus? Ça fait quoi si par exemple, on lui met des plumes, on modifie un génome pour qu'il fasse ci ou il fasse ça, justement, qu'on modifie par exemple ça, vraiment des tests un petit peu, juste pour voir ce que ça fait, vous voyez, un petit peu, des tests vraiment un petit peu, voire même malsains, inhumains, mais vraiment des tests juste pour voir, pour comprendre un petit peu l'ADN de dinosaures. J'avais l'impression que c'était ça qui nous donnait, où on a par exemple des, je sais pas, des vélociraptors siamois, ce genre de choses où on fait vraiment des expériences un petit peu inhumaines sur les dinosaures, juste pour les comprendre, et même des
on crée un dinosaure, un nouvel hybride ou je ne sais quoi, qui est super dangereux, par exemple, comme les mutadons, ce que devait être plutôt les mutadons, ce que devait être le Direx, vous voyez des espèces super dangereuses et trop terrifiantes pour le premier parc, et bah globalement, les espèces trop dangereuses et trop terrifiantes pour le premier parc, et ben lorsqu'on dit ça, on parle juste du Direx, on n'est pas en train de parler de la Kilops qu'on a vu, on n'est pas en train de parler du Vélociraptor qu'on a vu 30 secondes à l'écran, on n'est pas en train de parler du Dilophosaure qu'on a vu 30 secondes. En fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit trop terrifiant et trop dangereux pour les mettre dans le premier parc, alors que c'est des dinosaures qu'on a vus dans le premier parc. En fait, ça, je comprends pas personnellement. Et je pense que justement, lorsqu'il y a eu le premier trailer, et après, ils ont changé, en fait, puisque justement, cette ligne de dialogue, je crois qu'on l'a plus dans Jurassic World Rebirth, et je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être très sympa d'avoir un petit peu quelque chose. On voit vraiment des expériences scientifiques qui vivent dans la nature, tout simplement. On voit tout simplement des dinosaures, on va dire des vélociraptors siamois, une sorte de T-Rex, peut-être avec des malformations ou des choses comme ça. On voit vraiment, en fait, des expériences sur des dinosaures et qu'on voit vraiment, en fait, ce genre de choses. Et malheureusement, bah, c'est pas ce qu'il y a eu. Et justement, je m'attendais à ça. Il n'y a pas eu ça. Donc après, j'ai compris qu'il n'y avait pas ça. Mais globalement, je trouve que ça manque quand même visuellement de dinosaures, et je trouve ça un petit peu dommage. Et globalement, il y a encore pas mal de choses à dire sur Jurassic World Rebirth. J'avais encore une ou deux choses à dire, c'est bon, je viens de me rappeler. Justement, lorsqu'il décide, après, à la fin, justement, on a quand même les personnages de Zora et du scientifique qui sont sympas, on a quand même des bonnes lignes de dialogue. C'est pas des personnages, on va dire, le problème, c'est pas forcément les personnages, c'est plus la manière dont c'est amené, et c'est ça qui est dommage. Par exemple, le personnage du scientifique a quand même des bonnes lignes de dialogue, on a quand même le moment où il explique comme quoi ce qui fait survivre une espèce, c'est pas son intelligence, mais c'est un petit peu la manière dont ils arrivent à s'adapter ou ce genre de choses. Et cette ligne de dialogue est super intéressante, où il explique comme quoi les êtres humains, ils sont peut-être intelligents, mais ils vont peut-être pas forcément vivre très longtemps, alors que les dinosaures étaient, entre guillemets, stupides par rapport aux humains, et pourtant ils ont vécu très longtemps. Justement, cette ligne de dialogue était superbe, mais globalement, ça ne reflète pas l'entièreté du film, et ça qui est un petit peu dommage. Et donc je reviens sur un dernier point, pour justement la fin du film, que je trouve... comment dire ça, un petit peu bizarre, puisque justement, il décide comme quoi le sang, je sais plus comment ça s'appelle, les échantillons, voilà, les échantillons qu'ils ont pris, justement, comme quoi, au lieu de les donner à l'homme, tout simplement à cet homme d'affaires qui a été éliminé par le Direx d'ailleurs, même si sa mort était un petit peu... Même si elle était un petit peu, on va dire, speedrun, entre guillemets, ils l'ont pas mise en valeur, donc ça n'a pas eu une vraie influence sur le spectateur. Mais donc, justement, au lieu de dire ça, ils ont dit comme quoi ils le donneraient en open source sur Internet. Alors, déjà, comme je le disais tout au début de cette critique sur Jurassic World Rebirth, l'ADN de dinosaures, ça fait longtemps, John Hammond, il en avait déjà, dans le Barbasol volé par Dennis Nedry, il y en avait déjà, pour Biosyn, il y en avait déjà, tout le monde en avait déjà, donc ils auraient pu demander à d'autres gens, mais... Ok, ils ont leur ADN de dinosaures, ils vont le mettre en open source sur Internet. Une fois que c'est fait, ils ne se sont pas dit qu'il y aurait des personnes qui allaient prendre justement cet ADN, et qu'avec cet ADN, ils allaient recréer d'autres dinosaures, et qu'ils allaient faire peut-être un nouveau parc, peut-être qu'ils allaient faire de nouveaux dinosaures pour faire des armées, par exemple, comme ça a voulu être fait justement dans Jurassic World 1. Je trouve que le mettre en open source, ok, du coup, les personnes qui voudront soigner les autres personnes, ils auront juste à prendre le code source, justement, cet ADN, et l'analyser s'ils le veulent, et pour essayer de soigner la population. Ça, ok, mais il y a forcément des gens mal intentionnés qui vont prendre cet ADN de dinosaures, et qui vont créer des nouveaux dinosaures, qui vont créer des nouveaux parcs, qui vont essayer de faire peut-être des nouveaux hybrides, et qui vont essayer de créer des nouvelles armes. Et donc, en fait, en voulant protéger la population des maladies, et justement, pour que tout le monde y ait accès, en fait, ils vont peut-être, d'un côté, condamner certaines autres personnes qui vont être mal intentionnés, qui vont prendre justement cet ADN de dinosaure pour faire absolument n'importe quoi, puisque justement, l'ADN de dinosaure, ok, on a Act 3, on a un titanosaure, bon, ça va, il est herbivore, c'est pas trop dangereux, on va dire, mais globalement, on a quand même l'ADN d'un mosasaure, d'un Quetzalcoatlus. Je pense que si on balance un mosasaure dans... par exemple, n'importe quel océan, ça peut faire des ravages, et si on balance n'importe quel Quetzalcoatlus en ville, je pense que ça peut aussi faire des ravages, donc je pense que, d'un côté, je sais pas s'ils y ont réfléchi, les personnes, justement, les scénaristes qui ont travaillé sur le projet, mais je trouve ça bizarre la manière dont c'est amené, et je trouve que ça... En fait, ils sont justement un petit peu coincés eux-mêmes pour la suite,
éliminer tous les dinosaures, ça les a coincés d'une manière ou d'une autre, et faire justement d'un côté ce bouclier des personnages pour les protéger de tout ce qui leur arrive, ça a un petit peu rendu le film moins intéressant et moins... Il y a beaucoup moins de suspense, tout simplement. Ce qui fait souvent, par exemple, si on prend un livre, un roman policier, ce qui fait qu'il est intéressant, c'est pas de savoir qui est finalement à la fin le criminel, même si c'est intéressant, mais savoir le suspense et se demander qui est la personne qui fait ces crimes. C'est pas justement, entre guillemets, savoir de qui il s'agit. Bah là, justement, c'est ça. C'est ce qui était intéressant, c'est savoir si les personnages vont survivre et qui va survivre. Vous voyez, et c'est pas forcément dire de quelle manière ils vont survivre. Vous voyez, en fait, c'est plus entre guillemets, l'attente et le suspense qui aurait pu être intéressant, et avoir un vrai méchant, ça aurait pu être cool, avoir plus de dinosaures, et peut-être trouver une meilleure manière que de dire d'aller sur cette île uniquement pour sauver des vies, sachant que si ils mettent tout simplement l'ADN de dinosaures justement en open source, ça peut faire plus de dégâts que entre guillemets, plus de dégâts, tout simplement, que de protection et que d'aide, entre guillemets, pour l'être humain. Voilà. Bon, j'ai parlé beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup parlé sur le film Superman, sur le film F1. Dragon, je vais pas t'en parler que ça, mais après, d'un côté, ça reste un live action, donc ça reste quand même assez fidèle à l'œuvre de base. J'ai parlé un petit peu des 4 Fantastiques et puis beaucoup de Jurassic World Rebirth, puisque justement, dire qu'on n'aime pas un film, ok, mais pourquoi est-ce qu'on l'aime pas, et qu'est-ce qui nous a pas plu, qu'est-ce qui nous a plu. Justement, c'est un film que je pourrais caractériser de divertissant. Lorsqu'on le regarde, à aucun moment on s'ennuie, on se dit ça devient lourd. Non, justement, c'est un film, on le regarde, c'est divertissant, on peut entre guillemets passer un bon moment, mais quand on a des attentes très très élevées, qu'on a justement un petit peu, on est fan de cet univers, on est fan de dinosaures, et tout ce qu'on veut, c'est qu'on attend ce film depuis un petit peu pas mal de temps, bah justement, on a des attentes qui sont tellement hautes que, justement, on peut être assez facilement déçu, et bien justement, c'est ce qui m'est arrivé, mais globalement, on a quand même un très bon mois d'août, franchement, globalement, un bon mois de juin, juillet, août, on a vraiment de très bons films qui sont sortis, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et vous aura peut-être un petit peu aiguillé, pour savoir un petit peu quel film vous pourriez aller voir justement au cinéma, et justement un petit peu, peut-être que vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire justement en commentaire si il y a certaines choses qui vous ont plu ou pas, si vous êtes d'accord ou pas, tout simplement. Justement, moi, c'est mon avis personnel. Si ça se trouve, justement, vous allez adorer Jurassic World Rebirth. Justement, chacun un petit peu son avis sur la question. Et moi, je vous ai partagé le mien, alors n'hésitez pas à partager le vôtre, bien sûr, avec respect. Donc, on se retrouvera mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche. C'est vraiment super important. Donc, on se retrouvera tout simplement mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!